Bonjour à tous, je me présente André Maillé-Périard, je suis la directrice générale de Réseau Réussite Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à cette conférence toute spéciale. Nous avons avec nous ce matin deux chercheuses qui ont accepté de venir présenter en primaire les résultats de leur enquête sur le vécu et l'engagement scolaire des adolescentes et des adolescents en période de pandémie. Je les remercie de tout cœur d'avoir accepté cette invitation et je vous remercie aussi à vous tous qui êtes au rendez-vous ce matin. Vous étiez là près de 300 à vous être inscrits à ce webinaire et nous espérons que le portrait et les pistes qui vous seront présentées pourront alimenter vos actions cet été, de même qu'alimenter votre planification de la rentrée scolaire. Je crois que c'est le sujet de la matinée, le ministre faisant son point de presse en même temps que nous sur les modalités qui encadreront la rentrée scolaire. Je profite aussi de l'occasion pour vous informer que cette présentation est en fait le premier de deux événements. Effectivement, il y aura une suite cet automne où nous souhaiterons réunir un panel d'acteurs qui se joindra à nos chercheuses pour discuter là, avec un regard croisé puis de ces données-là, mais aussi là, des pistes d'action qu'on peut en dégager. Si ce n'est pas déjà fait, alors je vous invite à vous inscrire à nos listes d'envoi si vous souhaitez là, recevoir cette invitation à cette deuxième partie de ce premier webinaire qu'on s'apprête à débuter dans quelques instants. Merci également de nous avoir communiqué vos préoccupations, vos questions. Nous les avons regardées, partagées avec nos chercheuses. Certaines seront abordées dans le cours de la présentation, mais pour d'autres, ce sera un peu plus difficile, mais nous tenterons peut-être dans notre deuxième événement d'aborder les questionnements auxquels on ne sera pas capable de répondre aujourd'hui. D'ailleurs, vos questions sont les bienvenues tout au long de l'événement. On vous invite à nous en faire part en utilisant le module questions-réponses qui se retrouve en bas de votre écran, le Q et R. Donc, on vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure des présentations. Une période de questions sera prévue à la fin des deux présentations, mais je suis appuyée par Héloïse dans l'équipe qui se chargera de nous rapporter vos questions, tout comme Amel, qui, elle, est en charge du module conversation. On vous a remis les différentes instructions également là, dans le module conversation. Avant de commencer, je vous annonce que le webinaire est enregistré. Il sera ainsi disponible en rediffusion sur le site de Réseau Réussite Montréal. Les présentations des conférencières seront également disponibles et vous seront acheminées à la fin de la conférence. Une dernière petite note, nous avions annoncé que le webinaire était d'une durée d'1 heure, mais il sera dans les faits d'1h15. Les contenus étaient trop riches, donc il fallait passer un petit peu plus de temps sur les contenus, puis on voulait aussi vous laisser une bonne période de questions à la fin. Donc, j'espère que ce sera possible pour vous de rester avec nous jusqu'à 10h15. Je remercie également Nancy Germain qui est avec moi à la technique et qui va nous appuyer tout le long de ce webinaire. Et avant de plonger dans les présentations de nos deux conférencières, je vais débuter par un sondage. Alors, deux questions. Je vais demander à Nancy si elle peut les partager à l'écran. Donc, la première question, puis je vous invite à répondre, c'est pour apprendre un peu plus à vous connaître davantage. Selon vous, quel est le niveau de satisfaction des élèves à l'école cette année? Ils ne semblent pas du tout aimer l'école. Ils semblent moins aimer l'école qu'à l'habitude. Il ne semble pas y avoir de changement dans le niveau de satisfaction des jeunes. Ils semblent plus aimer l'école qu'à l'habitude. Je n'ai pas de jeunes dans mon entourage. Je préfère ne pas répondre. Alors, je vous invite là, à nous partager là, quelle est, selon vous, là, votre perception de la satisfaction des élèves de cette dernière année scolaire qui achève. Alors, Nancy, lorsqu'on a un bon nombre de répondants, si tu peux nous partager les résultats. Donc, pour la majorité d'entre vous, presque l'unanimité, ils semblent moins aimer l'école qu'à d'habitude, ou ne pas du tout aimer, et avoir des changements dans leur niveau de satisfaction. Alors, et
une petite portion, 3 qu'il semble plus aimer l'école qu'à l'habitude. Là, je pense qu'on va pouvoir là, revenir sur chacun de ces aspects-là là, dans le cours là, des présentations avec nos conférencières. Maintenant, une deuxième question aussi sur des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce qui manque le plus aux jeunes à l'école cette année? Alors, j'invite Nancy à partager le deuxième sondage. Merci, Nancy. Donc, qu'est-ce qui leur manque le plus? Les amis, les activités parascolaires, l'école en tant que milieu de vie, la relation positive avec leur enseignante. Toutes ces réponses, je préfère ne pas répondre. C'est un autre aspect qu'on va aborder avec nos conférencières là, au cours des présentations, mais à vous, acteurs du terrain, quelle est votre lecture de cette situation? Nancy, lorsqu'on a un bon nombre de répondances, tu peux nous partager toutes ces réponses. Donc, et les amis, pour plusieurs, c'est les amis, là, d'abord et avant tout, et toutes ces réponses. Écoutez, nous allons pouvoir là, avoir un éclairage sur ces différents éléments-là ce matin. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir Madame Christelle Tardif-Grenier avec nous ce matin, qui est professeure agréée au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais, chercheure régulière au groupe de recherche sur les environnements scolaires et chercheure universitaire au Centre de recherche et d'expertise Jeunes en difficulté du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Bienvenue, Christelle. Merci d'être avec nous ce matin. Et Elisabeth Olivier. Bonjour, Elisabeth, professeure adjointe au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Bienvenue, Elisabeth. Merci d'être avec nous ce matin. Signalons avant de débuter que les résultats de nos deux conférencières vous présenteront proviennent d'une enquête qui a été pilotée en collaboration avec plusieurs autres chercheurs que je vais prendre le temps de vous présenter. Alors, avec Isabelle Archambault, qui est professeure agréée à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal à la Chaire de recherche du Canada sur l'école, le bien-être et la réussite éducative des enfants, ainsi qu'à la chaire Myriagone McConnell, Université de Montréal, en mobilisation des connaissances jeunesse. Isabelle est aussi chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche sur le cerveau et l'apprentissage, le CIRCA, à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, ainsi qu'au groupe de recherche sur les environnements scolaires. Également collaborateur à cette recherche, Véronique Dupéry, professeure agréée à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, à la chaire de recherche du Canada sur la transition à l'âge adulte, ainsi qu'à la chaire de recherche Myriagone McConnell de l'Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. Véronique est aussi chercheuse au Centre de recherche en santé publique, Institut universitaire Jeunes en difficulté, au groupe de recherche sur les environnements scolaires, ainsi qu'à l'équipe de recherche développement du plein potentiel en contexte éducatif, et M. Michel Janos, doyen de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal et chercheur régulier au groupe de recherche sur les environnements scolaires au Centre de recherche en santé publique, ainsi qu'au Centre de recherche interuniversitaire sur la profession enseignante. Alors, ce matin, c'était l'équipe de recherche là, pour colliger tous ces résultats-là. Merci beaucoup à toute l'équipe. Christelle et Elisabeth, c'est elles qui s'adresseront à vous là, ce matin. Elles le feront à tour de rôle, donc leur présentation. Et comme je vous mentionnais au début, nous terminerons avec une période de questions à la fin des deux présentations. Et je vous invite tout au long à inscrire vos questions-réponses dans le module prévu à cet effet. Mesdames, la parole est à vous. Merci beaucoup, André. Je suis soulagée que tu aies nommé nos collègues qui collaborent avec nous ainsi que leurs affiliations. Donc, ça va me faire 5 minutes de moins de choses compliquées à nommer pendant la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Merci infiniment d'être ici aujourd'hui en cette période très chargée pour tout le monde et d'autant plus chargée aujourd'hui que je sais qu'il y a des annonces qui sont faites, qui sont très importantes concernant la rentrée scolaire à venir. Donc, merci d'autant plus d'être là aujourd'hui. Donc, pour nous présenter brièvement, même si ça a été fait, donc c'est moi, Christelle Tardif-Grenier et Elisabeth Olivier qui allons aujourd'hui vous présenter des résultats de recherche
en grande primeur. Donc, ce sont de nouveaux résultats qui n'ont jamais été diffusés auparavant, qui vont porter sur l'engagement scolaire et le vécu scolaire des élèves pendant cette année très particulière qui se termine à l'instant. Donc, comment on va fonctionner pour la présentation? D'abord, on va vous présenter brièvement l'étude et un peu sa méthodologie, mais rapidement, on va vous présenter des données sur les facteurs qui sont associés à l'engagement scolaire et ensuite des témoignages d'adolescents. Donc, la particularité du projet, c'est qu'on travaille avec des données qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qu'on recueille à la fois des données chiffrées, donc des statistiques, mais aussi des témoignages, donc des données qualitatives pour fournir un éclairage le plus complet possible sur la réalité des adolescents. On va ensuite vous proposer des cibles à prioriser pour la rentrée 2021 à la lumière de ces résultats qu'on vous aura présentés aujourd'hui. Donc, quelques mots sur la méthode qu'on a utilisée pour recueillir ces données-là. Il y en a peut-être parmi vous qui étaient présents au webinaire que j'avais eu l'opportunité de donner lors de la première vague de la pandémie au printemps 2020. Donc, c'est la même étude qui se poursuit. Donc, en fait, des adolescents qui avaient participé à la première phase de l'étude ont été recontactés pour participer à nouveau à une deuxième phase. On va parler de vagues ici. Là. Vous aurez vu avec l'icône qui est présent ici. Par contre, lorsqu'on fait ça, on perd quand même toujours beaucoup de participants d'une année à l'autre. Donc, on a recruté également des nouveaux adolescents qui n'avaient pas participé à la première vague de l'étude. Donc, les données qu'on vous présente aujourd'hui ont été recueillies en plein milieu de l'année scolaire, donc soit entre octobre 2020 et janvier 2021. Pour recueillir ces données, on a eu la chance de collaborer avec des centres de services scolaires, tant à Montréal qu'autour de Montréal, en particulier à Laval. Vous allez voir que Laval est très bien représenté dans nos données. Les adolescents ont complété un questionnaire en ligne. Ils pouvaient le faire en classe ou à la maison. Et comme je le disais tout à l'heure, on a recueilli à la fois des données quantitatives et qualitatives, donc des données mixtes. Je vais laisser la parole à Elisabeth qui va vous présenter dans un premier temps les données quantitatives, puis ensuite je vais revenir vous faire part des témoignages des adolescents et des grands thèmes qui ressortent de leur discours lorsqu'ils décrivent leur année scolaire. Merci Christelle. Est-ce qu'on peut basculer notre partage d'écran si ça ne te dérange pas? Donc, pour ce qui est des caractéristiques des participants qui ont pris part à la deuxième vague de collecte, donc on a rencontré 1375 jeunes de 12 à 17 ans. À peu près 65 % d'entre eux étaient des filles donc, qui ont répondu au sondage, près de 25 % de Montréal. On a aussi environ la moitié des jeunes qui étaient issus de l'immigration, proche de 65 % qui vivent avec leurs deux parents et un peu plus que 85 % qui, pendant le confinement, disent vivre avec au moins un frère ou une sœur. Comme Christelle l'a mentionné, on a aussi sondé les participants au cours de la première vague et il y a certains qu'on a aussi contactés à la deuxième vague. Ça représente 231 jeunes donc, qui ont participé aux deux moments. Quelques petites différences sur lesquelles j'attire votre attention. On a plus de filles qui ont participé aux deux vagues, qui ont répondu aux collectes aux deux moments. C'est un peu une caractéristique des filles là, qui sont généralement plus enclines à participer. On a environ 15 % de jeunes de Montréal et 15 % des jeunes issus de l'immigration. Ici, ça représente le fait qu'à la première vague, il y avait proportionnellement moins de jeunes de Montréal et moins de jeunes issus de l'immigration. Donc, c'est pour ça qu'on a des différences entre les participants qui étaient là aux deux vagues et ceux de la deuxième vague. Puis, pour ce qui est de ceux qui vivent avec leurs deux parents puis ceux qui vivent avec au moins un frère ou une sœur, là, c'est resté à peu près la même chose. Donc, nous, on se penche sur l'engagement scolaire lors du retour à l'école, donc lors du début de la deuxième vague. Puis, l'engagement scolaire, c'est quelque chose d'assez complexe chez les jeunes. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs dimensions par lesquelles les jeunes vont manifester leur engagement, leur motivation à l'école.
Nous, on s'est intéressé plus spécifiquement à 2 dimensions qui sont généralement connues comme les plus influentes, notamment par rapport à la réussite scolaire ou au rendement, donc le fait d'avoir des bonnes notes. Donc, c'est le désengagement comportemental. Donc, dans le désengagement comportemental, les jeunes nous ont répondu à des questions du genre « Je me suis absentée de l'école ou d'un cours sans raison valable, j'ai dérangé la classe par exprès, j'ai manqué de respect à un enseignant. » Donc, c'est des indicateurs soit qu'ils ne sont pas présents pour faire les apprentissages, soit qu'ils dérangent la classe ou qu'ils ne sont pas disposés à faire les apprentissages. Pour ce qui est de l'engagement affectif, on est plus du côté positif, donc ceux qui disent aimer l'école, avoir du plaisir à l'école ou à apprendre, puis être intéressés par les apprentissages. Donc, l'engagement affectif, c'est tout ce qui est les émotions positives qui sont ressenties par les élèves lorsqu'ils sont exposés à l'école et à l'environnement de classe, aux apprentissages. Donc, par rapport aux 2 dimensions de l'engagement scolaire, on s'est posé quelques questions. Les premières questions qu'on s'est posées, c'est quels sont les facteurs qui préviennent le désengagement comportemental ou promeuvent l'engagement affectif pendant la 2e vague. Et on a regardé différents facteurs. On a regardé les caractéristiques sociodémographiques des jeunes, les caractéristiques familiales, certains aspects scolaires et occupationnels, leur santé mentale et les différentes stratégies qu'ils ont mises en place pour essayer de s'adapter, de composer avec la situation, le confinement, les mesures sanitaires. On s'est aussi demandé, est-ce qu'on trouve les mêmes facteurs à Montréal et ailleurs au Québec? Donc, pour aborder ces questions-là, on s'est d'abord penché sur le vécu des adolescents pendant la 2e vague. Donc, ici, on s'intéresse au plus gros échantillon, celui de 1375 participants. Donc, si on regarde dans un premier temps, quels facteurs sociodémographiques peuvent expliquer l'engagement ou le désengagement scolaire des jeunes pendant la 2e vague, donc lors du retour à l'école? On a d'abord identifié que les garçons étaient plus nombreux à se sentir désengagés au plan comportemental ou à adopter des comportements qui, eux, manifestent du désengagement comportemental. C'est aussi le cas des élèves plus âgés. Donc, les élèves un peu plus vieux tendent à se sentir un peu plus désengagés au niveau comportemental et un peu moins engagés au niveau affectif. Donc, ils ressentent moins d'émotions positives à l'école comparativement aux élèves plus jeunes. Puis, en ce qui a trait aux élèves qui sont issus de l'immigration, donc là, on n'a pas observé de différence. Une première question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on observe les mêmes résultats à Montréal et ailleurs au Québec? Et ici, oui, c'est le cas. On voit exactement le même patron de résultats que les jeunes vivent à Montréal ou qui vivent ailleurs au Québec. L'autre chose, c'est est-ce qu'on verrait les mêmes constats si on était dans une année scolaire régulière, donc si on n'était pas en pandémie? Et probablement, oui, ici, ce serait la même chose. Donc, généralement, les garçons sont un peu plus désengagés que les filles, tout particulièrement au niveau comportemental. Et les trajectoires de développement normal de l'engagement, c'est qu'il y a une légère diminution tout au cours du secondaire. Ce n'est pas une grosse diminution, mais elle est petite. C'est pourquoi les élèves un peu plus vieux rapportent avoir un engagement moins élevé que les élèves un peu plus jeunes. Donc ici, ce sont des résultats qu'on observerait probablement dans une année scolaire régulière. On a posé des questions aux jeunes, par contre, par rapport à leur situation familiale, mais plus spécifiquement, comment ils vivent pendant le confinement. Donc, différents aspects d'organisation de la famille. Par exemple, est-ce qu'ils vivent avec leurs 2 parents? Est-ce qu'ils vivent pendant le confinement avec au moins un frère ou une sœur? Est-ce que leurs parents ont perdu leur emploi pendant le confinement? Le niveau de stress, puis l'effet que les parents instaurent des règles pendant le confinement, donc pendant qu'ils sont à la maison, puis que plusieurs d'entre eux font leurs cours à distance ou alternent pour aller à l'école une journée sur 2. Donc, ce qu'on a trouvé dans un premier temps, c'est que le stress qui est ressenti dans la famille a un impact important sur l'engagement et le désengagement des jeunes. Donc, ceux qui ressentent beaucoup de stress dans la famille, même si ce n'est pas du stress qui est directement en lien avec l'école, va faire en sorte qu'au moment de la 2e vague, du retour en classe, ils se sentent plus désengagés au niveau comportemental, moins engagés au niveau affectif. Par contre,
Le fait qu'à la maison, les parents instaurent des règles claires, qu'il y ait des routines, que les jeunes savent à quoi s'attendre à la maison. Donc ça promouvoit l'engagement affectif. Donc, les élèves aiment plus l'école, ils sont plus intéressés parce qu'ils y apprennent. S'il y a un cadre clair qui est mis en place à la maison, même si le cadre n'est pas spécifiquement par rapport à l'école. Finalement, les jeunes dont la mère a perdu l'emploi pendant le confinement ont rapporté être plus désengagés au plan comportemental, mais pas à Montréal. Donc, c'est ailleurs au Québec que les jeunes nous ont rapporté ce genre de choses-là, pas spécifiquement à Montréal. Donc, on s'est demandé, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait plus de mères à l'extérieur de Montréal qui aient perdu leur emploi? Ce ne serait pas le cas. C'est la même proportion de mères qui ont perdu leur emploi, autant à Montréal qu'ailleurs au Québec. Ce que ça soulève comme question, c'est est-ce que c'est différents emplois qui ont été perdus? Donc, est-ce que c'est possible que les mères ailleurs au Québec et non à Montréal étaient dans des situations plus précaires? On ne sait pas. Fait que c'est des questions qui restent ouvertes et qu'on pourrait approfondir éventuellement aussi. Au niveau, si on se penche un petit peu plus sur les jeunes maintenant, des facteurs scolaires et occupationnels, donc comment ils sont par rapport à l'école et qu'est-ce qu'ils ont, à quoi ils occupent leur temps pendant le confinement. Donc, un premier aspect qui est très important au niveau de l'engagement scolaire, et ce serait vrai aussi à l'extérieur de la pandémie, c'est la perception que les élèves ont de leurs notes en maths et en français. Donc, les élèves qui perçoivent bien réussir en maths et en français, qui sont les deux matières centrales, se sentent généralement plus engagés à l'école. Donc, quand ils perçoivent qu'ils sont capables, qu'ils ont des bonnes notes pour réussir, bien, ça les aide à maintenir un meilleur engagement. L'autre chose, c'est le nombre d'heures consacrées à l'emploi. Ici, ce qu'on a vu, c'est que plus les jeunes consacrent d'heures à un emploi qui est à l'extérieur de l'école, mais moins ils vont se sentir engagés, donc moins ils vont être intéressés par ce qu'ils font à l'école. Donc, ils sont investis dans un autre endroit, ils se sentent moins engagés à l'école, mais c'est spécifique à la région de Montréal. Donc, ce n'est pas un lien qu'on a trouvé à l'extérieur de Montréal. Ça peut sembler surprenant. On s'est aussi demandé, est-ce qu'il y a autant de jeunes qui travaillent à Montréal et dans le reste du Québec? Et il semblerait qu'à Montréal, les jeunes travaillent moins d'heures par semaine que dans le reste du Québec. Donc, à Montréal, ils travaillent autour de 8 heures par semaine, comparativement à presque 12 heures par semaine en moyenne dans le reste du Québec. Donc, ça aussi, ça soulève des questionnements par rapport à comment l'emploi est vécu en région montréalaise. Est-ce que l'emploi à Montréal, c'est vu comme un projet plus à long terme qui pourrait faire en sorte que les jeunes se sentent plus désengagés ou moins intéressés par ce qu'ils font à l'école? Ensuite, si on va maintenant du côté de la santé mentale des jeunes, parmi les différents aspects de leur santé mentale, on a regardé ceux qui sont assez principaux, qui sont aussi étudiés généralement quand on n'est pas en contexte de pandémie aussi. Donc, les comportements d'hyperactivité, les difficultés sociales avec les pairs, donc le fait d'être rejeté ou de se sentir victimisé par les pairs. Plus spécifique à la COVID, le fait d'avoir peur ou de se sentir anxieux par rapport à la pandémie. Et finalement, de façon plus générale, l'anxiété et la dépression qui n'est pas liée spécifiquement à la pandémie. Donc, dans un premier temps, sans grande surprise, les élèves hyperactifs ont plus de difficultés à demeurer engagés au plan comportemental et au plan affectif. C'est aussi le cas des élèves qui se sentent anxieux et déprimés. Puis ça, ici, c'est probablement quelque chose qu'on retrouverait aussi à l'extérieur de la pandémie. Le résultat qui était plus surprenant, par contre, c'est que les jeunes qui disent avoir peur de la COVID, eux, rapportent moins de désengagement comportemental et plus d'engagement affectif. Donc, ils sont plus dédiés à l'école s'ils ont peur de la COVID. Donc là, c'est possible, mais il faudrait vérifier. Nos résultats ne peuvent pas le dire, mais c'est possible que les mesures qui sont mises en place à l'école, le fait qu'il y a un cadre clair, les mesures sanitaires sont encadrées, ça se peut qu'en voyant ce contexte-là, mais ça rassure les jeunes qui ont peur spécifiquement de la COVID et les aide à s'engager. Ceci étant dit, c'est une explication qui demeure une hypothèse parce qu'on n'a pas testé ça spécifiquement. Donc ça, c'est pour les différents facteurs plus stables qu'on a étudiés pendant la deuxième vague. Maintenant, si on va du côté des facteurs de la première à la deuxième vague, donc qu'est-ce qui a changé entre les deux vagues? Plus spécifiquement,
quelle stratégie est-ce que les jeunes ont mis en place pour composer avec le confinement? Ici, on est sur le plus petit échantillon de 231 participants. Puis les stratégies que les jeunes ont mis en place pour essayer de composer avec le confinement, dépendamment lesquelles ont aidé ou n'ont pas aidé, peut être des actions que nous, on prend comme intervenants, comme enseignants, comme parents, pour aider les jeunes à s'engager à l'école. Donc, les différentes stratégies utilisées par les jeunes sur lesquelles on s'est penché, la première, c'est la recherche de soutien social. Donc, demander autour de soi, ses parents, ses amis, ses proches, des conseils, demander du soutien émotionnel, exprimer et parler de ses émotions, ça fait partie du soutien social. Ensuite, la planification. Donc, par rapport à la situation, par rapport au confinement, aux défis qui peuvent être vécus, on détermine un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire ou une résolution de problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, se sentir mieux. Ensuite, l'acceptation, c'est plutôt le fait pour les jeunes de voir la situation dans laquelle ils sont comme une nouvelle réalité dans laquelle on accepte de se trouver. Essayez même de voir, est-ce qu'il y a des aspects positifs qu'on peut trouver à la réalité? Est-ce qu'on peut voir des avantages d'avoir des changements dans notre routine de vie? Un peu à l'inverse, le déni, c'est de se dire que ce n'est pas réel, de faire comme si ça n'existe pas et de ne pas nécessairement tenter de résoudre la situation. Donc, c'est quand les jeunes se sont un peu passifs par rapport à ce qui se passe et ils n'en font pas grand-chose. Ils vont même jusqu'à se dire que ce n'est pas vrai ou ça ne les atteint pas. Puis finalement, la distraction. Donc là, ça va être de faire des activités ou autre chose pour ne pas penser à ce qui est en train de nous arriver. Donc, on essaie de se distraire, de changer nos pensées en s'investissant dans des activités. Donc, si on regarde entre les deux vagues, entre la première et la deuxième vague, quelles stratégies ont été utilisées par les garçons puis par les filles? Parce que là, on sait que garçons et filles n'utilisent pas nécessairement les mêmes stratégies pour composer avec les situations puis gérer leurs émotions. Donc, dans un premier temps, la stratégie qui est la moins utilisée autant par les garçons puis les filles, c'est le déni. Et ils ont utilisé des niveaux à peu près stables entre les deux vagues. Donc, ils n'ont pas ni grandement augmenté ni diminué le déni qui était utilisé. Ensuite, en rouge, le soutien social et en orange, la planification. Donc, ce qu'on voit, c'est que autant les garçons puis les filles, entre les deux vagues, sont en moyenne, ils ont essayé en moyenne d'aller chercher un petit peu plus de soutien social et de faire un petit peu plus de planification spécifique à la situation pour faire la résolution de problèmes ou tenter de trouver des solutions. Les deux stratégies qui étaient le plus utilisées, c'est l'acceptation et la distraction. Si on regarde dans un premier temps chez les garçons, donc l'acceptation en jaune a diminué un petit peu entre les deux vagues. Donc, on a un peu moins accepté la réalité dans laquelle on était, même si ça demeure une stratégie qui est utilisée plus que les autres. À l'inverse, les garçons ont essayé de faire plus de distraction. Donc, ils ont tenté de faire plus d'activités pour se changer les idées entre les deux vagues. Du côté des filles, autant l'acceptation que la distraction ont diminué un petit peu entre les deux vagues, même si ça reste les deux stratégies qui ont été le plus utilisées. Donc, la grosse différence entre les garçons et les filles ici, c'est au niveau de la distraction. Les garçons ont essayé d'aller chercher plus de distractions en moyenne, tandis que les filles ont essayé d'aller chercher moins de distractions. Maintenant, ici, ça représente la moyenne des 231 jeunes garçons et filles qui ont participé. Par contre, la moyenne ne représente pas chacun des garçons et des filles ou chacun des individus qu'on a rencontrés. Si on prend ici l'exemple des filles, la planification en orange et l'acceptation en jaune, donc la moyenne de planification chez les filles a légèrement augmenté entre les deux vagues. Par contre, il y a certaines filles là-dedans qui peuvent avoir gardé un niveau stable de planification. D'autres pourraient avoir augmenté, mais plus que la moyenne. Puis, on pourrait avoir tout l'éventail à travers ça aussi. Donc, il y a certains qui restent plus stables, il y a certains qui augmentent plus, il y a certaines qui auraient même pu diminuer un petit peu. Et ce serait la même chose au niveau de l'acceptation. Certains augmentent plus, certains diminuent, certains demeurent stables. Donc, la moyenne représente ce que la majorité fait, mais il peut y avoir des changements par rapport à ça. Et ce à quoi on va s'intéresser ensuite, c'est de voir, bien, pour ceux qui ont augmenté chacune des 5 stratégies, en quoi augmenter les stratégies entre les deux vagues a été bénéfique ou néfaste à leur engagement scolaire. Donc, on s'est penché sur quelles stratégies peuvent soutenir l'engagement scolaire.
J'apporte une petite nuance, là. Il faut faire attention parce que les jeunes qui ont participé aux 2 vagues ont rapporté avoir un meilleur engagement affectif et un moins de désengagement comportemental que ceux qui ont participé seulement à la 2e vague. Donc, si on regarde chez les garçons, donc, dans un premier temps, les 3 stratégies qui ont contribué à l'engagement affectif, donc la planification a amélioré l'engagement affectif, le déni aussi, ce qui était un peu surprenant, on va y revenir. La distraction, à l'inverse, n'avait pas d'apport positif, donc nuisait à l'engagement affectif. Pour ce qui est de l'augmentation entre la vague 1 et la vague 2, donc là, c'est la planification aussi qui ressort comme bénéfique pour l'engagement. Si on regarde du côté des filles, premièrement, l'acceptation était positive pour leur engagement affectif, mais le déni, c'est négatif pour l'engagement. Donc, c'est associé à plus de désengagement comportemental, moins d'engagement affectif. C'est sensiblement le même portrait qui se dégage quand on regarde l'augmentation des stratégies entre les 2 vagues. Donc, les jeunes les filles se sentent plus désengagées quand elles utilisent le déni, mais plus engagées lorsqu'elles utilisent l'acceptation. Donc, si on résume, quelle stratégie serait à privilégier ou quelle stratégie on peut promouvoir auprès des jeunes? Donc, au niveau du soutien social, en lien avec l'engagement spécifiquement, ni positif ni négatif. Donc, les jeunes ont déjà tendance à le faire. On peut les laisser poursuivre dans cette lignée-là sans nécessairement les inciter à en faire plus ni moins. Au niveau de la planification, c'est particulièrement bénéfique pour les garçons, ni plus ni moins pour les filles, tandis que l'acceptation, c'est bénéfique pour les filles et ni plus ni moins pour les garçons. Donc, si on travaille en groupe, c'est 2 stratégies qui peuvent être utilisées parce qu'elles vont atteindre à la fois les garçons et les filles sans nécessairement nuire à l'un ou l'autre, dépendamment de laquelle on privilégie. Le déni est particulier et même un peu stéréotypique comme résultat, c'est-à-dire que pour les garçons, ne pas y penser, faire comme ça n'existe pas, c'est bénéfique à l'engagement, tandis que pour les filles, ça nuit. Ici, il faut faire attention parce que le déni, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie pour d'autres choses, par exemple l'anxiété ou la dépression. Fait que même si pour l'engagement, ça peut sembler bénéfique pour les garçons, ça ne veut pas dire que ce serait bénéfique pour d'autres aspects de leur fonctionnement. Puis finalement, la distraction, ici, ce n'était pas bénéfique pour les garçons, c'était ni plus ni moins pour les filles. Donc, c'est possible que en faisant de la distraction, les garçons ont trouvé des nouvelles activités ou des nouvelles choses qui les intéressaient un peu plus que l'école. Donc, ça pourrait expliquer ça ici. Par contre, on n'a pas beaucoup de garçons qui ont participé, donc il va falloir faire attention avec les recommandations par rapport à ça. Donc, ce qui serait vraiment à privilégier, ça demeure la planification et l'acceptation pour les garçons et les filles. Donc, moi, je vous ai parlé des aspects très statistiques, en fonction des nombres du vécu des adolescents. Je vais retourner la parole à Christelle qui va vous parler plus de leur expérience, de comment ils ont vécu l'école en temps de pandémie. Merci, Elisabeth. Donc, je vais partager mon écran. Toujours plus confortable de faire défiler soi-même ces diapositives. Donc, merci beaucoup, Elisabeth. C'était fort intéressant, des stratégies qu'on peut encourager dans les suivis individuels, très certainement. Donc, tel qu'annoncé, je vais vous présenter certaines paroles de 1475 élèves du secondaire. Donc, on a analysé les témoignages de ces élèves-là qui ont été répartis en 2 groupes. Donc, on a des élèves qui rapportent un engagement plus faible. Voici comment ça a été catégorisé. Donc, des élèves qui pouvaient être soit très désengagés au plan affectif et comportemental ou très désengagés sur l'une ou l'autre de ces dimensions-là. La même chose pour les élèves qui rapportaient un engagement scolaire plus élevé. On a fait une analyse thématique pour faire ressortir qu'est-ce qui dominait dans le discours de ces élèves-là. On s'est rendu compte qu'au-delà du niveau d'engagement, il y avait des thématiques qui ressortaient pour l'ensemble des jeunes, peu importe leur engagement. Puis il y avait également des choses qui distinguaient chacun des sous-groupes. Donc, c'est comme ça que je vais vous présenter. Et il y a différentes catégories de thèmes qui ont spontanément été abordées par les élèves. D'abord, ils nous ont fait part de leur impression générale par rapport à l'année scolaire, ce qu'ils pensaient de leur classe, de leurs amis, leurs enseignants, la charge de travail et les apprentissages, les mesures sanitaires, les émotions, leur bien-être et leur adaptation ainsi que leur résilience. Donc, on va aborder toutes ces thématiques-là à travers les discours des élèves.
Sachez que vous aurez accès là, au PowerPoint après la présentation et que dans ce PowerPoint-là, vous retrouverez davantage de témoignages de jeunes que vous pourrez lire. Donc, on a fait une sélection parce qu'il fallait vraiment choisir seulement quelques extraits, mais je dois vous dire que c'était plutôt déchirant. L'ensemble des témoignages qu'on a lus étaient particulièrement éclairants. Donc, je vous invite à prendre connaissance du PowerPoint là, après la présentation si jamais vous avez un intérêt. Donc, d'abord, voici des thématiques qui ressortaient chez l'ensemble des élèves, peu importe qu'ils soient très engagés ou très désengagés ou moyennement engagés. Et pour chaque profil, vous verrez une citation qui reflète un peu l'état d'esprit des élèves qui se retrouvent dans cette catégorie. Donc, je suis contente de retourner à l'école, mais j'ai l'impression d'être en prison. On va y revenir plus tard. Donc, au niveau de l'impression générale, les élèves ont spontanément mentionné qu'ils trouvaient que cette année, évidemment, c'était différent, sans grande surprise. Donc, pendant le confinement, on avait très hâte de retrouver nos proches, mais lorsque l'école a commencé, on a vite compris que rien n'est plus comme avant. L'impression aussi de ne pas être à l'école, tellement l'école était différente de ce qu'ils connaissent en temps normal. Un sentiment d'étrangeté, de trouver ça bizarre, spécial, était aussi présent dans le discours des élèves. Après avoir été en confinement aussi longtemps, c'était bizarre de revenir à ma routine habituelle. Et autre chose qui était très présent dans leur discours, c'est qu'ils trouvaient ça plus difficile que d'habitude, évidemment, sans grande surprise. Donc, cette année est définitivement la plus dure de mon parcours. J'ai beaucoup de difficultés à me motiver à faire mes travaux, même si je suis contente de pouvoir suivre des cours en présentiel 1 jour sur 2 pour voir mes amis. Il y a plusieurs jeunes qui ont aussi mentionné que c'était particulièrement difficile pour eux de vivre cette année-là alors qu'ils étaient en secondaire 5. C'est comme si, à leurs yeux, le fait d'être en secondaire 5 cette année, ça ajoutait un niveau de difficulté supplémentaire. Ils avaient l'impression que c'était pire pour eux parce qu'ils étaient en secondaire 5. Je l'ai évoqué peut-être plus tôt, il y avait ce souhait important d'avoir des activités à l'école, que ce soit des activités parascolaires, des sports, toutes sortes d'activités ont manqué énormément aux élèves, puis ça ressortait beaucoup dans leur discours. Donc, le fait d'aller à l'école tous les jours et que ta seule motivation est d'apprendre, quand avant, c'était pour voir tes amis, pour faire différents sports et activités, ça change beaucoup de choses. Le coronavirus a fait en sorte que mes activités, spectacles, cours supplémentaires et projets bénévolat sont modifiés, restreints ou annulés. J'ai donc cette impression que tout est froid, sans contact humain. Il n'y a plus de vie dans l'école. Tout le monde fait ses choses sans croiser le parcours des autres. Il n'y a plus de vie dans l'école. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué quand j'ai lu ce témoignage-là. Je l'ai évoqué au tout début, cette impression d'être en prison, elle était omniprésente dans le discours des élèves, autant les élèves engagés, les élèves moins engagés, les élèves moyennement engagés. Les mots prison, enfermé, constamment surveillé étaient très présents dans leur discours. J'ai l'impression d'être en prison, je ne fais que compter le nombre de minutes avant la fin du cours. Nous allons beaucoup moins longtemps à l'extérieur et ma classe n'a pas de fenêtre. Ça fait du bien de revoir tout le monde, mais on se sent comme des prisonniers. C'est assez frustrant d'avoir l'impression d'être puni pour quelque chose qu'on ne contrôle pas. On se fait avertir pour tout et rien. Les surveillants nous examinent au peigne fin. Je trouve ça dommage qu'on soit rendu dans une prison sans barreaux. Nous sommes coincés dans nos classes avec un masque en permanence sur notre visage. Par rapport à la classe, donc cette année, il y avait une grande nouveauté, c'est que les élèves du secondaire se sont retrouvés à être dans une bulle classe, donc d'être toujours dans la même classe. Il y avait en fait plusieurs témoignages positifs par rapport à la classe. Donc, il y en avait beaucoup qui appréciaient leur classe, ils trouvaient ça plaisant, il y avait une bonne chimie entre les élèves. D'autres soulignaient qu'ils appréciaient la stabilité d'être dans une bulle classe. Par contre, pour d'autres élèves, c'était beaucoup moins positif. Il y en a plusieurs qui ont souligné que leur classe était particulièrement bruyante et dérangeante. Et ils expliquaient ça par le fait que c'était leur seul moment pour interagir avec leurs amis. Donc, ils étaient plus ou moins intéressés à suivre les cours et davantage à discuter et à niaiser, hein, comme les ados ont bien besoin de le faire. Donc, ça, c'était présent aussi dans leur discours. Et évidemment,
le thème des amis a été bien présent dans la perception des adolescents par rapport à leur retour à l'école. Sans surprise, ils étaient fort contents de revoir leurs amis. Ici, on a une adolescente qui nous dit « Je suis super reconnaissante de pouvoir revoir mes amis à l'école. C'est l'aspect le plus positif de mon retour à l'école. J'avais très hâte de pouvoir enfin revoir mes amis et les masques n'ont pas changé cela. » Peut-être que les masques n'ont pas changé cela pour certains, mais chose certaine, le fait d'être dans une bulle classe a définitivement changé la dynamique pour les adolescents par rapport à leurs amis. Donc, il y a plusieurs qui ont rapporté que malheureusement, la plupart de leurs amis, sinon tous leurs amis, étaient dans une autre classe et ils se retrouvaient à ne pas avoir d'amis. Au secondaire, c'est pas comme au primaire, là, où on se fait des amis facilement avec les personnes qui sont autour de nous. Ce sont des adolescents qui avaient déjà tissé des amitiés et qui ont perdu leurs amis à cause des bulles de classe. Par exemple, ici, je ne vois plus mes amis parce qu'ils sont tous dans des niveaux différents et je ne peux pas sortir la fin de semaine. Je me retrouve donc parfois isolée et c'est difficile d'avoir une bonne santé mentale sans pouvoir me confier à eux face à face. Je suis enfermée toute la journée avec les mêmes personnes. Je ne peux pas voir mes amis qui sont dans d'autres bulles de classe. J'avais hâte de commencer, mais là, j'ai hâte que ça finisse. Mais les adolescents n'ont pas juste parlé des amis, ils ont parlé en fait beaucoup des enseignants. Donc, le fait de retourner à l'école, ce n'était pas juste de revoir ses amis, c'était aussi de revoir ses enseignants. Ce qui dominait dans le discours, c'est que les élèves aiment leurs enseignants et ils étaient vraiment contents de les revoir. Ils ont aussi dit que les enseignants les ont soutenus durant cette année particulière. Par exemple, notre prof nous a rassuré qu'on peut réussir notre année scolaire et que la COVID ne va pas nous ralentir. Les professeurs sont conscients de la situation et essaient de rendre l'année plus agréable pour nous en changeant leur plan. Mais les élèves ont aussi remarqué que leurs enseignants étaient plus stressés, plus préoccupés que d'habitude. Et ça se comprend fort bien parce que les adolescents n'ont pas été épargnés par l'année qu'on vient de vivre. Ils ont eu des changements constants, ils ont eu de l'incertitude, ils ont eu peur d'attraper la COVID. Ils ont dû faire respecter aux élèves des mesures sanitaires, revoir leur pédagogie, en plus, bien souvent, de s'occuper de leurs propres enfants. Donc, on peut tout à fait comprendre que les enseignants étaient plus stressés cette année. Le problème, c'est que les élèves portent beaucoup attention à ça. Entrer dans une classe en début d'année, c'est un peu comme monter dans un avion et le pilote de l'avion, c'est l'enseignant. Donc, si vous montez dans un avion, que vous voyez le pilote et qu'il a l'air stressé, vous allez fort probablement le remarquer et vous allez fort probablement vous en inquiéter. Donc, les élèves ont été bien au fait de ça. Par exemple, ici, une adolescente nous dit que cette année, elle a l'impression que les enseignants sont beaucoup plus préoccupés par la COVID que par les apprentissages. Les professeurs mettent moins de joie dans les cours. Je trouve que personne ne peut partager ses émotions et dire aux enseignants comment on se sent. Les profs deviennent plus stressés et leur stress devient contagieux. Et ça nous fait sentir mal et coupables. Certains élèves ont aussi perçu que leur enseignant était moins disponible ou accessible que d'habitude. Par exemple, cette adolescente qui nous dit « Tout va plus vite et les professeurs sont beaucoup moins présents pour aider les élèves, bien que ça ne soit pas de leur faute. Donc, apprendre la matière peut être plus difficile, même si de mon côté, j'ai de la facilité. On a une moins grande accessibilité aux profs si on a des problèmes, car ceux-ci doivent respecter la distanciation sociale. » Et un peu dans le même sens, et probablement en conséquence de tout le stress que les enseignants ont vécu, il y a certains élèves qui ont eu l'impression que leur enseignant manquait de considération face à la situation qu'ils vivaient. Donc, par exemple, ici, bien que nous soyons dans une pandémie, les enseignants n'ont pas l'air de comprendre que nous sommes fortement impactés par la situation. J'ai l'impression que personne ne considère réellement comment les jeunes se sentent et continuent à fonctionner de la même manière que d'habitude. Les profs nous donnent autant de travail qu'avant et même plus parce qu'ils doivent compenser. Nous ne sommes pas des machines et nous aussi, nous devons nous adapter. C'est très insultant de ne pas se faire entendre. Ce genre de situation-là, qu'on comprend très bien évidemment, mais qui a quand même un potentiel de conséquences très négatives sur la relation entre les adolescents et les adultes de l'école. Donc, il faut faire attention à ça. On va en reparler plus tard dans la section des recommandations.
La charge de travail a été omniprésente dans le discours des élèves. En grande majorité, cette année, ils se sont sentis surchargés, ils se sont sentis sous pression. Les professeurs nous surchargent de devoirs sous prétexte qu'on a beaucoup de temps. Je suis obligée de dormir chaque soir vers 2-3 heures du matin pour avoir le temps de finir mes travaux. Je suis généralement une élève studieuse, mais pour le coup, je suis vraiment à bout. Oui, je suis contente de revoir mes amis et d'être capable d'apprendre en personne, mais il y a tellement de pression sur nous en ce moment. Je me sens écrasée par tous ces travaux et examens. Des situations comme ça, j'aurais pu vous en sortir des centaines. Il y en a. C'est vraiment très présent dans leur expérience scolaire cette année. J'ai de la difficulté à me motiver. Ma motivation a baissé. Donc, il y a plusieurs élèves qui ont mentionné ça. J'ai l'impression de travailler dans le vide. J'aime apprendre et rencontrer des gens, mais en ce moment, j'ai moins l'envie et la motivation d'apprendre quand je vois la charge de travail qui m'attend. Par rapport aux cours en ligne, ça aussi, c'était bien décrit par les élèves. Donc, il y en a quand même beaucoup qui ont dit préférer les cours en ligne. Certains sont autonomes, puis ils trouvent qu'ils travaillent mieux, qu'ils dorment mieux avec les cours en ligne ou ils profitent de certains moments pour compléter leurs devoirs et leurs travaux. Donc, il y a quand même pas mal d'élèves qui fonctionnaient bien dans ce contexte-là. Par contre, il y en a d'autres pour qui c'était beaucoup plus difficile. Par exemple, ici, une adolescente qui nous dit « Les cours en ligne, ça me déprime, ça nous rend malade, on n'a aucune concentration, j'ai mal à la tête, je ne fais rien dans mes cours, je ne suis pas productive. » C'était des idées qui revenaient beaucoup. Cette citation-là est assez représentative. Par rapport aux mesures sanitaires, une autre nouveauté cette année avec la pandémie, évidemment, les jeunes ont rapporté être dérangés par les mesures. On a beaucoup entendu dans les médias qui s'étaient habitués au masque et que ça ne les dérangeait pas, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment dérangés par le masque. Ils ont l'impression d'étouffer, d'avoir mal à la tête, ils ont chaud. Il y en a beaucoup qui disaient que ça les déconcentrait en classe d'avoir un masque. Cette citation-là reflète un état d'esprit que j'ai beaucoup vu dans les témoignages. Donc, je n'aime pas vraiment devoir porter le masque en tout temps et ça me donne le goût de retourner chez nous à chaque jour. Surprenamment, les adolescents étaient dérangés par le fait qu'il y ait des gens ou des adolescents qui ne respectaient pas les règles. Ils avaient l'impression de payer pour les autres parce qu'eux, ils ont eu à respecter les règles à l'école. Il n'y avait pas de passe-droit, ils étaient obligés. Cette jeune-là qui nous dit « J'ai l'impression que peu de gens respectent les règles de distanciation et que mon école ne tardera pas à fermer comme il y a quelques mois. » Les jeunes ont trouvé qu'il y avait beaucoup ou trop de mesures. Cette citation-là ne se passe pas vraiment à l'école, mais je l'ai quand même gardée parce que je trouvais que ça reflétait probablement ce que les adolescents vivent au quotidien. Donc, je vous la lis sans plus tarder. J'ai été classée dans un groupe où aucun de mes amis proches n'est présent. Donc, pour se voir, il faut aller dîner chez l'un d'entre nous. Et là, ce sont nos parents qui nous tombent sur la tomate. Respectez-vous le 2 mètres, portez-vous votre masque. En ce moment, on vit dans un monde où tout ce qui était normal est interdit, c'est poche. Donc, très imagé. Par rapport aux émotions, bien évidemment, les jeunes nous ont dit qu'ils étaient stressés. Personne ne va être surpris de ça. Donc, tout me stresse, des choses carrément banales comme prendre l'autobus le matin ou quand le professeur prend les présences. L'incertitude me tue. Ils ont vraiment vécu dans l'incertitude, les jeunes, cette année, puis ils le nomment bien, que ça les a stressés. Il y en a plusieurs qui avaient peur d'attraper la COVID ou peur de la transmettre à leurs proches. Il y en avait même qui préféraient ne pas venir à l'école parce qu'ils avaient peur d'amener le virus à la maison, comme l'adolescente qui s'exprime ici. Et les inquiétudes par rapport à l'avenir, que ce soit scolaire ou professionnel, étaient également très présentes dans le discours des jeunes. Pour la première fois, je ressens l'impression que je ne vais peut-être pas finir l'école dans les temps, prendre du retard pour avoir des notes moins satisfaisantes. Le sentiment d'être fatigué, d'être épuisé était aussi très présent dans le discours des jeunes. Je vous fais part d'une citation ici. « J'ai plus aucune motivation, je finis pas mes travaux à temps. J'ai plus la force d'étudier tellement je suis épuisée mentalement. » Souvent, je fais des blagues en disant que j'ai hâte d'être à la retraite, mais c'est réellement ce que je ressens en ce moment. Les notes de tout le monde ont beaucoup diminué et nous sommes tous épuisés. Enfin, par rapport à l'adaptation et la résilience,
la majorité des élèves ont dit que c'était difficile de reprendre le rythme de l'école, donc de se lever, de s'habiller, de faire face au stress qu'on retrouve à l'école. Même si j'aime apprendre, j'ai de la difficulté à m'adapter au rythme de l'école et je me sens souvent à bout de souffle. Par contre, et c'est fort intéressant suite à la présentation d'Elisabeth relativement aux stratégies adaptatives, les élèves essayaient de rester positifs, de voir le bon côté. Donc, je suis heureuse de pouvoir revoir mes amis et socialiser de nouveau, même si cette période est stressante et angoissante. J'essaye le plus de profiter des beaux moments en classe avec mes camarades. Bien sûr, j'ai moins d'opportunités par rapport au projet scolaire enrichi, mais le secondaire me captive quand même beaucoup. Ça reflète vraiment un état d'esprit que j'ai vu beaucoup chez les élèves. Donc, c'est très encourageant. Maintenant, on va parler rapidement des élèves qui rapportent un engagement scolaire plus faible. Il y a certains éléments qui caractérisaient ces élèves-là. D'abord, la perte de plaisir à l'école. Ils nous disaient que l'école n'est plus amusante, qu'ils ont perdu le plaisir à l'école. C'est assez difficile et j'ai aucune motivation à travailler. Le plaisir habituel d'aller à l'école est de socialiser, mais avec les mesures, l'école ne repose plus sur le plaisir d'apprendre, mais sur la peur d'échouer. Et plusieurs élèves dans ce groupe disaient qu'ils n'aimaient plus l'école ou qu'ils aimaient moins l'école qu'avant. C'est la pire année. J'aime rien. Aller à l'école n'est pas fait pour moi cette année, même si j'aime travailler. Donc, on sent ici que ça, c'est une élève qui, d'habitude, elle aime l'école, mais cette année, elle n'aime plus l'école. Il y en a certains qui sont allés jusqu'à dire qu'ils n'ont plus envie d'aller à l'école, qu'ils pensent à quitter l'école. J'ai plus la même motivation que j'avais avant pour travailler à l'école. C'est littéralement la première fois de ma vie que je pense à arrêter l'école. Je suis dégoûtée du système, on s'en fout pas mal si ça ne te plaît pas, des profs et de la direction. Comme plusieurs autres jeunes, je considère grandement quitter l'école et travailler à temps plein. Je reprendrai mes cours aux adultes quand ça va arrêter de niaiser les étudiants. J'ai une grande frustration. Il y a plusieurs élèves qui rapportaient un engagement très faible, qui n'étaient pas dans leur programme cette année ou dans leurs options. Par exemple, les programmes de sport ou les programmes de musique. Et ça, je sens dans leur discours que ça a été très difficile pour ces jeunes-là et ça a certainement contribué à les démotiver. Donc, par exemple, ici, ce qui me motivait à travailler plus et à venir à l'école, c'était le programme qui nous faisait faire 3 cours d'éduc par semaine. Mais cette année, j'ai 1 cours d'éduc à chaque 2 semaines. On m'a mis dans une option que je n'avais même pas choisie en histoire à cause des bulles classe. Donc, imaginez, vous n'avez aucun intérêt pour l'histoire et vous vous retrouvez dans un programme de concentration en histoire. C'est assez problématique là, pour la motivation. Par rapport aux amis, les élèves plus désengagés rapportaient avoir de la difficulté à socialiser ou à maintenir leurs contacts sociaux. C'est très bien illustré ici comment ça se passe concrètement en raison des mesures. Une des choses les plus difficiles à faire, c'est qu'on est supposé respecter la distance, sauf qu'on a de la difficulté à s'entendre avec le masque. Des fois, il faut même crier pour s'entendre. Rester en contact avec les amis qui ne sont pas à l'école la même journée que toi est dur. Tu ne peux pas aller les voir, tu peux les texter, mais ce n'est pas la même chose. Donc, les amis sont durs à garder cette année. Les autres ne vont pas bien. Donc, ils avaient l'impression que les autres autour d'eux n'avaient pas bien, que le mood à l'école avait changé. Au niveau de la charge de travail, quelque chose qui était omniprésent chez ces jeunes-là, c'est qu'ils nous disaient que d'habitude, ça va bien, d'habitude, j'ai des bonnes notes, mais cette année, mes notes ont baissé. Je me considère comme une élève assez bonne à l'école en général, mais cette année, mes notes ont baissé alors que d'habitude, je n'ai pas de problème. Et tout à l'heure, on a dit l'ensemble des élèves, peu importe leur engagement, se sentaient fatigués et épuisés cette année. Mais là, ici, pour les élèves désengagés, il y a vraiment le sentiment d'être dépassé par la situation, tel que très bien décrit ici. Je suis toujours fatiguée, je ne suis plus capable de travailler. Je n'ai jamais été aussi en retard que maintenant. J'ai toujours été dans les meilleurs, les plus travaillants, mais plus maintenant. Et tous les profs sur mon dos parce que je ne travaille pas. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'en suis incapable. J'essaie, mais je n'y arrive pas. Le sentiment d'être irrité, d'être en colère, d'être frustré était présent aussi chez les élèves moins engagés. J'ai plus envie d'aller à l'école, je suis toujours frustrée. Rien n'a du sens. Et les enseignants nous donnent plus de travail que d'habitude. Des sentiments d'être déprimés et découragés aussi ont été nommés par les élèves plus désengagés. Donc, je
Je deviens de plus en plus découragée, même si ce n'est pas mes notes qui vont déterminer ma valeur et de quoi je suis capable. Ce sont mes résultats qui m'aideront à avancer, mais je suis perdue maintenant, je n'ai plus d'espoir. C'est très fort comme témoignage ici. Je vais vous parler très brièvement des élèves qui rapportent un engagement scolaire plus élevé. Donc, quelque chose qui reflète bien l'état d'esprit de ces élèves-là, c'est qu'ils ont trouvé ça difficile au début, mais qu'ils se sont habitués, qu'ils se sont adaptés. J'aime l'école malgré tout. C'était comme ça qu'ils nommaient leur expérience scolaire. Donc, je trouve l'école très intéressante malgré la situation actuelle. Je suis très contente, j'adore l'école. J'étais nerveuse au début, mais tout s'est malgré tout bien passé. Ils ont perçu, ces élèves-là, plus engagés, que leur enseignant était compréhensif, faisait des efforts pour que ça se passe bien. Je suis pas mal impressionnée par les efforts donnés par les enseignants. Ils mettent tous leurs efforts afin de nous aider à réussir une importante année, malgré la situation. Au niveau de la charge de travail, discours très différent. Donc, les élèves appréciaient apprendre de nouvelles choses. Je pense que cette année, le rythme des apprentissages a été très rapide, puis il y a possiblement des élèves qui ont apprécié ça. Ils se sont sentis stimulés, ils ont appris des nouvelles choses. Il y avait par contre l'impression parfois de manquer de temps pour assimiler la matière, mais on voit qu'ils étaient vraiment centrés sur des buts d'apprentissage plutôt que des buts de performance. Au niveau des mesures sanitaires, Elisabeth l'a évoqué lors de sa présentation, le fait d'avoir peur de la COVID était associé là, à un meilleur engagement. Et ce qu'on voit dans les résultats, c'est que les élèves plus engagés, ils avaient tendance à se sentir en sécurité à l'école en raison des mesures sanitaires. Donc, ils le nommaient, ils disaient, bien, ça se passe bien, je me sens en sécurité à l'école avec les mesures, avec la bulle classe. Et enfin, au niveau de l'adaptation, bien, comme je vous le disais au début, les élèves très engagés, qui ont trouvé ça difficile au début, ont reconnu que c'était une année particulière, que c'était difficile, mais ils se sont très bien adaptés à ces changements-là importants. Je vous présente une synthèse rapide des thématiques parce que là, on a vu énormément de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que pour l'ensemble des élèves, quand on leur demande leur impression générale sur leur vécu scolaire cette année, ils ont trouvé ça différent, bizarre, plus difficile que d'habitude. Ils ont eu l'impression d'être en prison. Ils auraient souhaité avoir plus de vie à l'école. Par contre, les élèves qui avaient un engagement plus faible, ils ont trouvé que l'école était plus amusante, ils aimaient moins l'école, ils n'étaient pas dans leur programme qu'ils avaient choisi, puis il y en avait certains qui pensaient à quitter l'école, tandis que ceux qui étaient plus engagés, ils aimaient l'école malgré tout. Par rapport à la classe, il n'y avait pas vraiment de consensus. Là. Les élèves aimaient ou n'aimaient pas leur classe. Je pense que ça dépendait beaucoup du fait d'avoir ou pas leurs amis dans leur classe. Justement, concernant les amis, l'ensemble des élèves étaient contents de revoir leurs amis, mais certains déploraient qu'ils avaient été séparés de ceux-ci. Par contre, les élèves qui avaient un engagement plus faible, ils rapportaient des difficultés à maintenir leur lien avec leurs amis, à socialiser. Ils percevaient que les autres autour d'eux n'allaient pas bien. Par rapport aux enseignants, l'ensemble des élèves ont reconnu que les enseignants les ont soutenus. Par contre, ils avaient l'air plus stressés et moins disponibles que d'habitude. Puis certains ont peut-être manqué de considération face à la situation très particulière que les élèves ont vécue cette année. Les élèves qui avaient un engagement plus élevé ont perçu que leur enseignant était compréhensif et faisait des efforts. Au niveau de la charge de travail, tout le monde s'entendait pour dire qu'il y avait une surcharge cette année. C'était plus difficile de se motiver que normalement. Il y en a qui ont aimé et qui n'ont pas aimé les cours en ligne. Par contre, pour les élèves qui ont un engagement plus faible, ils se sont sentis carrément dépassés par l'ampleur de la tâche cette année. Et il y en a beaucoup qui ont dit que d'habitude, c'était des bons élèves, mais que là, cette année, c'était très difficile. Et enfin, ceux qui ont un engagement plus élevé ont apprécié apprendre des nouvelles choses, mais auraient souhaité avoir plus de temps pour les assimiler. Au niveau des mesures sanitaires, les jeunes ont été dérangés par certaines mesures puis par le fait qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Ceux qui étaient très engagés se sont sentis toutefois en sécurité grâce à ces règles-là qui étaient présentes cette année. Au niveau des émotions, le stress, la peur d'attraper la COVID, des inquiétudes par rapport à l'avenir étaient présentes et de la fatigue et de l'épuisement. Pour les jeunes plus désengagés, ça allait jusqu'à la colère, la frustration et un découragement plus important. Par rapport à l'adaptation et la résilience, les élèves ont essayé d'être optimistes dans l'ensemble.
Et enfin, les élèves plus engagés ont trouvé que c'était difficile au début, mais se sont adaptés en cours de route. Ce qui nous amène à vous présenter des propositions de cibles à prioriser pour la rentrée qui arrive en 2021. Et on a appris que cette année, ça va être une rentrée sous le signe de la normalité. Donc, ça, c'est très souhaitable. Mais au-delà de l'application des mesures, il y a d'autres éléments qui sont importants à l'école à considérer compte tenu de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. D'abord, comme Elisabeth vous en a parlé, ça va être intéressant dans les suivis individuels, je pense aux psychoéducateurs qui sont à l'écoute ou autres intervenants en milieu scolaire, de soutenir certaines stratégies adaptatives qui sont positives, qui favorisent le bien-être psychologique et l'engagement à l'école. Ça va être absolument prioritaire de refaire de l'école un milieu de vie, de socialisation, de retrouver le plaisir à l'école. Les jeunes désengagés, mais aussi ceux qui étaient engagés, dans une moindre mesure, ont fait part d'une perte de plaisir à l'école. L'école n'est plus aussi vivante qu'avant. On a besoin de retrouver ses fêtes, ses récompenses, ses activités parascolaires. On a besoin d'encourager la socialisation, de permettre des activités qui favorisent des contacts informels. C'est un besoin absolument prioritaire à la rentrée 2021. On aura besoin aussi de réparer la relation maître-élève parce que cette relation-là, elle a pu être altérée par le contexte. On a vu que nos enseignants étaient plus stressés, mais au-delà de ça, il y a l'alternance un jour sur deux qui a diminué les contacts entre les élèves et les enseignants. Parfois, quand il y avait une journée pédagogique, ça pouvait vouloir dire une seule journée en présence à l'école dans la semaine. Donc, c'est difficile de maintenir un lien chaleureux dans ce contexte-là. Donc, ce sera très important de porter une attention particulière à la relation maître-élève et particulièrement considérant qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont senti que leur enseignant manquait de considération face à la situation particulière qu'ils vivaient et compte tenu des dommages que ça peut avoir sur les relations entre les adolescents et les adultes. Donc, ce sera très important d'adresser ça à la rentrée. Et pour avoir des bonnes relations maître-élève, il faut absolument prendre soin de nos enseignants. Moi, c'est un message que je répète ad nauseam, mais je le réitère aujourd'hui. Nos enseignants ont été fortement éprouvés cette année et on doit absolument, comme institution, comme société, comme parents d'élèves, comme collègues, prendre soin de nos enseignants parce que nos élèves ont besoin d'enseignants qui vont bien, qui sont disponibles et apaisants. Faire attention à la surcharge, on l'a bien vu dans le témoignage des élèves cette année. Ils en ont particulièrement souffert. La tentation sera grande à l'automne de vouloir rattraper le temps perdu, mais on doit toujours se rappeler que la surcharge ne favorise pas les apprentissages ni la motivation. Et en terminant, valoriser et récompenser les efforts sera plus important que jamais, pas juste les efforts académiques, parce que les élèves, cette année, ils ont eu l'impression de faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats et d'avoir été peu reconnus dans leurs efforts. Donc, ce sera des pistes à privilégier pour la rentrée. Très rapidement, je conclus sur une citation. Je vais vous en lire seulement une des deux. « L'école m'a beaucoup manqué, pas seulement la vie sociale, mais être sur des bancs, c'est aussi important et significatif pour moi. Les études, c'est l'une des choses les plus importantes à mes yeux et pour rien au monde, j'arrêterai d'étudier. » Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis des témoignages comme ça, moi, ça me donne le goût de faire l'impossible pour offrir à nos adolescents une excellente rentrée positive et bienveillante cet automne en 2020. Merci infiniment pour votre attention aujourd'hui, en espérant que tout ça vous a permis un éclairage pertinent du vécu scolaire des adolescents cette année. Christelle, un grand merci pour cette présentation. Elisabeth aussi, merci de nous rejoindre. Un grand merci d'avoir pris le temps de donner la parole à ces jeunes-là, de nous lire leurs témoignages. On a beaucoup dit que cette dernière année avait particulièrement touché les adolescents, mais là, on voit bien que pour certains, heureusement, l'engagement a été plus élevé, là, donc c'est pas la catastrophe pour tous, mais pour plusieurs, ils ont été mis à rude épreuve. Ils ont senti beaucoup de fatigue, hein, vous l'avez bien présenté, mais aussi, je trouve qu'on voit là-dedans aussi à quel point ils avaient peu de levier pour trouver les situations. Les règles leur étaient beaucoup imposées. Donc, ils ont vécu comme bien des adultes un contexte très difficile, mais dans un cadre très rigide. Je trouve que ça,
on le lit puis on l'entend beaucoup. C'est l'heure de la période des questions. Je vais voir avec Héloïse et Amel si on a eu là, des premières questions. Mais moi, j'irai tout de suite avec une première question. Le ministre, M. Robert, vient d'annoncer que c'est 75 si la cible de vaccination est atteinte, pas de masque, pas de bulle classe, on revient à la vie normale. Peut-être que certains vont être tentés de dire « Ah ben c'est derrière nous, les ados vont bien aller l'année prochaine, on fait comme d'habitude. » Qu'est-ce que vous diriez à nos gestionnaires scolaires, à nos intervenants scolaires, à nos intervenants communautaires? Que doivent-ils prendre en compte? Est-ce que le retour à la normale sera suffisant? Bien, je pense que pour une certaine proportion de jeunes, oui, effectivement, le fait de retrouver l'école sans masque, sans mesure, ça va suffire. Hein? Il y a des jeunes qui sont très résilients, qui se sont déjà bien adaptés à la situation cette année. Par contre, il y a certains jeunes, et je pense qu'ils sont quand même assez nombreux, malheureusement, qui en sont venus cette année à développer une vision négative de l'école et même une vision négative d'eux-mêmes comme élèves, comme apprenants. Et pour ces élèves-là, il y a quelque chose qui s'est en quelque sorte brisé dans leur conception de l'école puis dans leur rapport aux apprentissages. Je sais que le mot est fort, mais je pense qu'on peut vraiment affirmer ça. Et pour ces élèves-là, ça ne suffira pas, à mon avis, de simplement là, retrouver l'école comme en temps normal. Il y a des choses qui ne se soignent pas juste en enlevant un masque. Là. Donc, il va falloir déployer des mesures supplémentaires pour accueillir ces élèves-là, instaurer un climat bienveillant, sécurisant, motivant. Donc, toutes les pistes qu'on a données tout à l'heure s'inscrivent dans cette visée-là. Donc, il va falloir en quelque sorte reconquérir nos élèves, les séduire et leur donner une expérience positive à l'école dès le départ, avant même de penser aux apprentissages, pour qu'ils soient disponibles justement à faire ces apprentissages-là, qu'ils soient motivés, qu'ils soient rattachés. Le sentiment d'appartenance, d'attachement à l'école est extrêmement important. Donc, on doit vraiment rétablir ça. Ça doit être la priorité absolue pour la rentrée, afin de soutenir ces élèves-là qui l'ont eu plus difficile cette année. Puis, si je peux ajouter à ce que tu dis, Christelle, là, au niveau des stratégies plus spécifiquement mises en place par les jeunes, ce qu'on a vu, c'est qu'une qui est importante, c'est l'acceptation de ce qu'on vit, ce dans quoi on est. Fait que de retourner puis de faire comme si tout ça n'a pas existé, c'est pas nécessairement ce qui va les aider le plus. Fait en complémentaire avec les reséduire, les accompagner, à motiver, de ne pas faire comme si tout ça n'avait pas existé. Donc, d'accepter que ça fait partie de l'expérience qu'on a vécue ensemble, des transitions, de nos trajectoires aussi. Merci beaucoup, mesdames. Dans la partie de présentation d'Élisabeth, on a eu une première question là, qui s'intéresse aux jeunes qui ont peur de la COVID. Là. Est-ce que les jeunes qui avaient peur de la COVID et qui étaient aussi finalement ceux qui s'intéressaient le plus à l'école, est-ce que ce n'était pas une stratégie pour oublier le contexte ou de distraction? Est-ce que vous avez fait des corrélations dans ce sens-là ou... C'est une question intéressante, puis c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait vérifier. Là, je me suis fait un petit papier avec les suggestions que j'ai vues passer. Ça se peut effectivement que les jeunes qui ont eu particulièrement peur ou qui se sont sentis anxieux spécifiquement par rapport à la pandémie, bien, en fin de compte, s'investir dans l'école, ça devient un peu comme la stratégie d'adaptation de distraction. Fait que si je ne pense pas à la pandémie, si je fais des travaux scolaires, si je me comporte bien, si je suis intéressée, bien, en ce moment, je ne pense pas à ce qui se passe autour. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier plus spécifiquement, mais c'est une piste vraiment intéressante à explorer. Merci. Héloïse, est-ce que tu as une question du module questions-réponses pour nous? Absolument. Donc, on a 2 questions qui concernent plus le processus de recherche. La première question étant, parmi les jeunes qui ont été approchés dans les 2 temps de mesure, est-ce qu'il y a des jeunes des commissions scolaires anglophones qui ont également été approchés? Malheureusement, la réponse est non. On n'a pas fait circuler de version anglophone du questionnaire. C'est une limite de l'étude. Donc, la réponse est non, malheureusement. Parfait. Dans l'autre question, toujours un peu sur la méthodologie, avez-vous fait une analyse par tranche d'âge, par exemple secondaire 1 et 2, secondaire 3 à 5?
Pas spécifiquement, ça fait partie de celles que j'ai aussi notées sur mon petit post-it. Outre le lien qu'on a vu, là, puis qu'on verrait probablement en année scolaire normale où les élèves un peu plus vieux sont un peu moins engagés, on n'a pas fait d'analyse spécifique, par exemple, pour voir quelles stratégies sont mises en place par les élèves un peu plus vieux comparativement à celles mises en place par les élèves un petit peu plus jeunes. Dans d'autres projets avec les mêmes questions, on a déjà fait les comparaisons, puis il n'y avait pas de grande différence par tranche d'âge. Mais en fonction du contexte dans lequel on est, je pense que ça va être intéressant d'aller le regarder spécifiquement. Puis comme on se revoit autour de septembre, mais on va pouvoir en discuter. J'ai deux autres questions qui viennent de rentrer. Pardon, Christelle, voulais-tu continuer? Je pourrais peut-être apporter un petit complément d'information. C'est qu'Elisabeth avait mené des analyses dans la phase 1 de l'étude avec le bien-être psychologique et on voyait que les adolescents plus âgés se portaient moins bien. Mais ça, c'est vrai aussi en temps normal, pas juste en pandémie. Donc, les adolescents un petit peu plus vieux, 15-17, sont plus à risque d'avoir des symptômes dépressifs et anxieux. Donc, une autre question. Pensez-vous que les jeunes vont garder des cicatrices à vie de cette pandémie? Ça, c'est la question qu'on ne veut jamais se faire poser parce que, pas que ce n'est pas une bonne question, mais en fait, c'est une excellente question, hautement pertinente. Et je me la pose aussi personnellement, cette question-là. Mais malheureusement, c'est très difficile à l'heure actuelle de spéculer à si long terme. Heureusement, il y a des études longitudinales là, qui vont suivre ces jeunes-là à travers le temps, puis on le saura des années plus tard. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas malheureusement prédire comment les jeunes vont s'en sortir. C'est tellement inédit ce qu'on vit en ce moment, c'est tellement nouveau. Mais moi aussi, je me la pose cette question-là. Chaque jour, en fait, je me le demande, j'essaie de réfléchir, quelles pourraient être les retombées, mais je ne pourrais pas me prononcer à la lumière des données qu'on vous a présentées aujourd'hui, puis des lectures qu'on a faites sur les autres études menées à l'international. Très difficile à dire pour l'instant. Si je peux me permettre d'ajouter aussi, pas dans ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, mais dans la série d'analyses dont Christelle vient de parler sur l'anxiété et la dépression, on s'est intéressé au stress post-traumatique des jeunes pendant la pandémie qu'on a comparé à des jeunes, pas les mêmes, avant la pandémie. Et c'est une question qu'on avait. Est-ce que la pandémie a un caractère d'événement qui peut occasionner du stress post-traumatique? Ce qu'on a trouvé, c'est que c'est pas particulièrement marqué chez les jeunes. Ça ne veut pas dire que certains jeunes spécifiquement n'ont pas vécu une situation particulièrement difficile dans la pandémie, puis qui va les avoir affectés plus, mais il n'y aurait pas d'aspect post-traumatique pour la majorité d'entre eux. Ceci étant dit, là, on se situait à la première vague pour ce dont je parle. Fait que là, je vais tout à fait dans le sens de Christelle, on ne sait pas quels vont être les impacts à plus long terme, tout particulièrement au niveau de l'engagement scolaire pour les jeunes pour qui ça a été plus difficile de maintenir un engagement scolaire, particulièrement en fin de parcours au secondaire. Et je pense, Héloïse, qu'on aurait une dernière question. Ah, c'était plus un commentaire, effectivement, qu'une question. Un de nos participants soulignait là, à juste titre que il y a eu aussi là, toute la famille qui a été touchée par cette dernière pandémie. On le voyait aussi dans les résultats de la première partie que les jeunes qui avaient vécu un climat très stressant à la maison, perte d'emploi là, de la mère, en tout cas que il y avait aussi peut-être des choses qu'il faudra voir avec les organismes communautaires dans cette fin de pandémie-là et ce retour en classe qui concerne clairement aussi la famille. Là. Absolument. Et pour avoir collaboré avec Mélissa Généreux, là, qui a des données en Estrie sur 11 000 jeunes, si ma mémoire est bonne, des données préliminaires ont révélé là, que les adolescents qui étaient moins engagés avaient plusieurs indicateurs dans leur famille là, de stress. Donc, ça semble être quelque chose qui revient là, d'une population à l'autre. Donc, c'est certainement quelque chose sur lequel il faudra porter attention. Les facteurs familiaux, parce que plus que jamais, les jeunes ont été baignés dans leur famille. Hein? Donc, il faudra porter attention à ça. Et les organismes communautaires, bien évidemment, sont les mieux placés pour adresser ces questions-là. Donc, en espérant qu'ils vont être bien soutenus aussi financièrement là, pour pouvoir faire ce travail. Donc, oui, absolument, les facteurs familiaux à surveiller. Tout à fait.
On a 2 dernières questions qui sont rentrées. Oui. On va les prendre et puis ensuite de ça, ce sera terminé puisqu'il est déjà 10h15. Alors, Héloïse, vas-y. Donc voilà. Est-ce que vous avez perçu un lien important entre le sentiment de désintérêt et le sentiment d'injustice que beaucoup ont ressenti? Oui, je vais me permettre de répondre à cette question-là. Bien, le lien, on ne l'a pas testé statistiquement, donc on ne sait pas s'il y a un lien significatif entre ces paramètres-là. Mais chose certaine, en lisant les témoignages, c'était souvent des thèmes qui allaient ensemble dans un même témoignage. Donc, ça ne m'intéresse plus parce que ils s'en foutent de ce que je vis à l'école, ils ne m'écoutent pas, ils ne me considèrent pas. C'est normal. Je veux dire, imaginez-vous, vous vous rendez sur votre lieu de travail, puis vous avez l'impression que votre patron puis vos collègues ne se préoccupent pas de votre bien-être, puis continuent leur vie comme si tout allait bien, alors que vous vivez quelque chose de très bouleversant. Donc, c'est sûr que ça va affecter votre motivation, votre lien, votre désir d'aller vous rendre là, puis de travailler, puis de donner votre 100%. Donc, oui, je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est lié. Puis de toute façon, en temps normal, c'est quelque chose qui est lié. Ça, c'est chose certaine, donc d'autant plus probablement en période de pandémie. Mais je dois dire qu'on ne l'a pas testé statistiquement. Merci, Christelle. La dernière question. Vous êtes-vous intéressé au rôle des organismes sans but lucratif pour offrir du soutien social et donc du soutien à l'engagement? Oui, absolument. D'ailleurs, on a fait des analyses en lien avec le soutien social pendant la pandémie. On aura peut-être l'occasion de vous en reparler. Là, on avait déjà beaucoup de données aujourd'hui, mais oui, on travaille actuellement sur la rédaction d'un article scientifique en lien avec ça. Donc, on est capable de dire où est-ce que les jeunes sont allés chercher du soutien social, auprès de qui, puis différentes formes de soutien. Est-ce que ça donne un meilleur bien-être psychologique? On ne l'a pas regardé avec l'engagement, on l'a regardé plutôt avec la santé mentale. Mais oui, on a des résultats là-dessus. On pourra peut-être trouver une façon là, de les communiquer prochainement. Oui, c'est ça, c'est pas spécifique au SBL, mais on a regardé avec l'engagement le fait d'aller chercher plusieurs sources de soutien différentes, donc dans la famille, les OSBL, l'école. Donc, plus les jeunes diversifient leurs sources de soutien, meilleur est leur engagement. Mais je vais tout à fait dans le sens de Christelle, là, aller regarder quelle source de soutien spécifiquement a une contribution, ça va être super intéressant. C'est sur mon post-it maintenant. C'est ce qui met fin à cette conférence. Mesdames, un grand merci à nouveau là, d'avoir partagé avec nous là, vos premières analyses de ces résultats-là. C'est excessivement riche. Je ne sais pas si vous avez vu l'occasion là, de voir passer un peu le fil de conversation ou de questions-réponses, mais vous avez un bouquet de remerciements que je vous dépose là, au nom là, de nos participants. Les gens ont été très touchés. Hein. Je pense que ça met ça met carrément les mots sur ce qu'on plusieurs percevaient et puis, mais en même temps des pistes de solutions. Je vous rappelle à tous que les présentations seront disponibles. On vous fera, toutes les personnes qui étaient inscrites suivent un dossier documentaire dans lequel vous aurez encore plus d'informations que ce qui vous a été présenté. Merci de votre générosité. On se revoit cet automne pour poursuivre ces analyses-là et le travail d'accompagnement de nos adolescents dans cette prochaine année scolaire 21-22. Et merci infiniment. Puis on se revoit très bientôt.